Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième table ronde du mois des adoptés. Donc je vous remercie d'être venus, toujours à 14 heures, braver les éléments et tout, c'est chouette. Et puis je suis encore une fois très contente parce que l'idée de ces tables rondes pendant le mois des adoptés, c'était de faire se rencontrer des auteurs, des professionnels de l'adoption, des universitaires, des artistes que moi j'admire et puis dont j'aime les créations, donc qu'elles soient, on va dire, intellectuelles ou artistiques, parce qu'il me semble que justement, peut-être ce qui rend difficile la politisation de l'adoption dans l'espace public, c'est la possibilité pour le grand public d'arriver à faire des liens entre les personnes adoptées, mais aussi d'autres expériences. Et donc, du coup, on a commencé hier en ayant une discussion sur les liens entre adoption, immigration et féminisme. Donc, la question de qui sont les bons migrants, qui sont les mauvais migrants, donc qui est le bienvenu en France ou pas, qui a le droit d'être un enfant ou pas, qui sont les familles qui sont comme considérées de fait comme étant de bonnes familles et qui sont celles qui sont considérées comme n'étant pas de bonnes familles. Et puis aujourd'hui, on continue sur un autre versant de la question des personnes adoptées et qui se lie du coup à d'autres questions et qui est celui de l'identité plutôt. Et là, on va être vraiment sur la question aussi de l'auto-engendrement. Donc qu'est-ce que ça veut dire de se créer ou de se recréer une identité spécifique en fonction de différents parcours. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aura une discussion qui va mêler les questions d'adoption, les questions de transidentité et les questions de handicap. Alors comme ça, de prime abord, ça peut ne pas paraître évident. Et donc j'espère qu'à l'issue de cette discussion, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y a des ponts entre toutes nos interventions. Et donc je vais vous lire une citation. Alors j'espère que je ne me trompe pas. Sandrine, c'était bien ce que tu as écrit pour la préface du livre Art et abandon, les adoptés se racontent, qui est un livre qui est sorti en 2015 et que je vous recommande aussi vivement parce que c'est une perspective intéressante de lier aussi l'art, l'abandon et la question de l'adoption. Et donc dans cette préface, Sandrine avait écrit ceci. La question de la créativité est commune pour toutes les personnes qui traversent un abandon puis une adoption, car ces événements de vie agissent comme des contraintes à se construire une identité singulière, sans modèle préalable. Si être abandonné, c'est devoir se forger soi-même, recoudre les vides, les trous et réparer les absences de traces, les ruptures, les discontinuités, c'est une contrainte à mobiliser toutes ces ressources créatives pour grandir et les investir dans la construction de leur devenir. Bon, moi, quand j'avais lu ça, j'avais vraiment adoré parce que je m'étais reconnue là-dedans. Et souvent, quand je dois faire une présentation de l'adoption à des personnes qui n'ont jamais vraiment pensé, je leur donne l'image suivante. Je leur dis, imaginez en fait qu'être une personne adoptée, c'est un peu comme être justement le jeu des textes à trous dans le média. Vous savez, il y a les mots fléchés, etc. Je dis, dans une phrase où il y a un texte à trous, vous comprenez le sens de la phrase, mais il manque seulement 2-3 mots à remplacer pour avoir vraiment la phrase complète. Je dis, pour les personnes adoptées, c'est un peu l'inverse. On a 3-4 mots, et là, c'est à nous d'inventer une phrase ou un texte complet. Et donc, du coup, ça me semblait... Et donc, c'est pour ça aussi que quand j'ai lu ton texte, je me suis dit, oh, mais c'est tellement ça, c'est le texte à trop. Bon, bref, donc j'étais très contente. Et donc, du coup, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on arrive à explorer les échos, les similarités, puis les dissonances aussi, entre l'expérience identitaire des personnes adoptées, des personnes trans et des personnes en situation de handicap, qui doivent donc non seulement faire face à la norme, mais aussi s'inventer une identité à partir d'inconnus multiples pour ne pas seulement être définis de l'extérieur pendant leur vie, mais pour pouvoir aussi se réapproprier et la narration et qui elles sont en leurs propres termes. Une autre idée que j'aimerais bien que vous ayez en tête pendant cette discussion, c'est un concept là qui vient d'une féministe afro-américaine qui s'appelle Patricia Hill Collins, et elle a créé un concept qui s'appelle Outsider Within. Et donc, il n'y a pas de très bonne traduction en français du concept d'outsider within, parce qu'en français, ce serait comme étranger de l'intérieur, mais ce n'est pas exactement ça. Moi, je dirais plus marginal de l'intérieur. Mais donc, du coup, on va le garder en anglais, outsider within, mais l'idée, c'était qu'elle voulait arriver à témoigner de son expérience de femme noire dans le monde universitaire de la sociologie, à une époque où il n'y avait pas d'autres femmes noires. Et elle, ce qu'elle notait, c'est qu'elle était doublement invisible, parce qu'il n'y avait personne qui lui ressemblait dans le corps enseignant, mais aussi parce que toutes les théories ne faisaient pas référence à son expérience de femme noire. Donc elle était simultanément dans cette expérience de double invisibilité ou de double absence, donc du corpus et puis de l'équipe enseignante, mais en même temps d'extrême visibilité, puisqu'elle était une femme noire dans un monde intégralement quasiment blanc et en plus très masculin. Et donc elle se retrouvait dans cette posture d'être
visible, invisible, très intégrée parce que justement pour une femme noire aux États-Unis, elle se retrouvait à faire une carrière universitaire. Donc aussi, quand on parle de within, c'est pas simplement par exemple théorique comme dans le corpus théorique, mais c'est aussi être intégré à la société, faire partie. Et je trouve que c'est intéressant parce que ici, même si pour différentes raisons on appartient à des minorités et on peut avoir des postures marginales, on a toutes par nos carrières quand même une appartenance, soit donc au monde universitaire pour Karine et Noémie, soit aussi au monde justement de la santé mentale. Et puis là, du coup, ce sera aussi intéressant de parler peut-être de ton histoire en termes de classe, parce qu'on peut aussi être minoritaire en fonction de son appartenance sociale, et pas simplement, je veux dire, raciale ou d'orientation sexuelle, etc. Et puis donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être d'une certaine façon parfaitement intégré pour les personnes adoptées, puisqu'on grandit dans des familles généralement blanches, françaises, puisque là on est dans une table ronde entre personnes qui ont un lien à la France. Donc, et en même temps, de représenter aussi physiquement l'altérité pour une bonne partie d'entre nous, parce que beaucoup de personnes adoptées ne sont pas blanches. Donc on est effectivement des outsiders within parfaits. On fait vraiment partie de la société d'accueil et en même temps, on en reste quand même des personnes qui sont visiblement différentes et voire même associées aux immigrés. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de commencer les tables rondes hier avec la question de l'immigration. Parce qu'on ressemble plus à des groupes qui sont considérés comme n'étant pas français. Et pourtant, nous, du fait de notre adoption, eh ben, on est parfaitement français ou française. Donc voilà, un peu ce qui m'a amené à me donner envie de mener cette discussion un peu croisée. Et donc, très rapidement, pour la présentation de nos intervenantes, nous avons donc Noémie Lombard, qui est doctorante. Alors en plus je n'ai plus mais en tout cas qui est doctorante à l'ENS, et puis tu vas nous parler de tes recherches, donc ça ira très bien. Et puis ensuite on a Sandrine Dequins qui est là-bas. J'ai pas révisé, bah ouais, je suis fatiguée, voilà. Donc du coup Noémie Lombard, doctorante en sciences politiques et qui est actuellement à l'ENS. Sandrine Dequins, psychologue clinicienne, psychothérapeute et expert auprès de la Cour pénale internationale de La Haye. Et Karine Espinera, donc universitaire, professeure à Paris... Non, pas du tout. Sociologue, membre associé à Paris 8. Voilà, sociologue, membre associé à Paris 8. Donc je vais donc maintenant donner la parole à Sandrine, puisqu'aussi une des choses qui m'avait donné envie de mener cette discussion, c'était un texte qu'elle avait écrit par rapport à l'évolution de sa pratique, puisque à une époque, Sandrine, tu utilisais le cadre plutôt de l'ethnopsychiatrie pour travailler avec les personnes adoptées à l'international, et qu'à un moment donné, avec certains de tes collègues, vous êtes rendu compte que le cadre de la transidentité s'appliquait peut-être mieux pour aider les personnes adoptées. Et moi, j'avais trouvé ça absolument incroyable quand tu m'en avais parlé, et fascinant, et du coup, j'aimerais bien que tu expliques un peu ce qui t'a amené à développer cette pensée-là. Oui, merci Amandine de nous réunir. Ça fait du bien d'ouvrir les fenêtres de temps en temps et de créer des passerelles un peu. Ça fait sortir de la bulle des professionnels. C'est bien, merci. Oui, dans ta question, en fait, il y a deux manières d'approcher cette question-là. Soit on le prend du point de vue théorique, soit on le prend du point de vue de la clinique. Moi, je suis clinicienne. À l'époque où j'étais toute jeune psy, je vous parle de mon parcours en fait et de moi pour voir comment au niveau des théories c'est important de trouver les bons outils pour penser la clinique de l'adoption. À l'époque, donc je travaillais en ethnopsie et donc avec des migrants, des enfants qui étaient nés de parents étrangers, et j'étais plutôt dans une théorie qui m'aidait à penser la rencontre culturelle ou le choc culturel ou les malentendus culturels. Et puis à un moment, j'ai commencé à voir des personnes adoptées, des jeunes gens suffisamment grands pour nous parler de leur expérience. Moi, je pensais que l'ethnopsie, c'était un bon outil en fait pour pouvoir penser la rencontre dans l'adoption, la rencontre entre un enfant dit venu d'ailleurs, comme souvent on en parle, et de parents d'ici. Donc je me disais, finalement, cette question de la médiation culturelle et de la rencontre culturelle, c'est un bon modèle, ça va permettre d'éclairer de nouvelles manières l'adoption.
Et puis en réalité, donc j'ai fait un travail de recherche qui m'a amené finalement à regarder la clinique, c'est-à-dire ce que les gens nous racontent, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous donnent à voir de leur expérience. Je me suis rendu compte que la question de la culture d'origine chez les personnes adoptées n'était pas du tout fonctionnelle comme chez les migrants ou les enfants de migrants. On ne pouvait pas mobiliser les théories culturelles du monde d'origine parce qu'il n'y avait plus rien. Il faut dire que j'ai vu, à ce moment-là, à cette époque-là, j'ai vu des personnes adoptées qui allaient très mal. Hein, donc, il faut le savoir, c'est que moi, ma pensée, elle est issue d'un terrain particulier qui est quand ça se passe mal. Et ça ne veut pas dire que ça se passe toujours mal. Hein, c'est simplement que c'est à cet endroit-là que je pose mon regard et que je travaille. Donc c'est à cet endroit-là que j'ai appris. Chez les gens qui allaient très mal, on voyait que la culture d'origine était complètement inexistante, non mobilisable, non fonctionnelle, voire même le fait de ramener la question de la culture d'origine chez les personnes adoptées, augmenter la souffrance en fait, parce que venait appuyer justement sur des choses qui sont très douloureuses et donc j'ai pu constater qu'il y avait une acculturation très forte dans l'adoption et que cette acculturation elle est résultat de multiples traumatismes qui sont en lien avec l'adoption, donc des traumatismes qui viennent que les gens qui sont générés par le parcours de vie des gens avant leur adoption et puis qui sont générés par ce que fait vivre l'adoption elle-même, du fait de la dimension de transplantation, du fait de l'effacement de la filiation d'origine pour pouvoir réécrire une nouvelle filiation, et que donc tout ça crée, en fait, tout le parcours de l'adoption est construit pour créer un avant et un après. Hein, ce qui fait qu'en réalité, ça c'est la définition même, c'est l'effet même du trauma, en fait, de créer un avant et un après. Et ce que ça va créer, en fait, pour les personnes, c'est que ça va créer des segments d'identité. Il y a un premier segment d'identité des personnes adoptées qui est constitué en fait de la vie d'avant, de l'enfant d'avant, et c'est un segment qui va être très vite enfoui à l'intérieur de la personne qui vit une adoption. Elle va enfouir l'histoire, elle va essayer de donner corps et de donner vie à la fiction juridique de l'adoption. Et donc d'effacer, comme dans le droit on efface la filiation d'origine, les personnes adoptées vont essayer d'effacer dans leur psychisme l'enfant de l'origine. Juste un point, Sandrine, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la fiction juridique en adoption plénière en France et puis, je te dirai après, déjà ça. Bah oui, la fiction juridique, en fait, c'est ce que crée l'adoption plénière. C'est une fiction et c'est pas une falsification. Hein, c'est une fiction donc légale où on va, dans l'adoption plénière, on va effacer la filiation d'origine pour la remplacer et écrire donc dans un nouvel acte de naissance de l'enfant qui va être donc né de Monsieur et Madame Dupont, né le 8 mai 1970 à Kigali. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il va y avoir, il y a une partie qui est de l'enfant d'avant qui reste. Il est né à Kigali ou il est né à Bogota, mais il est né de Monsieur et Madame Dupont, c'est-à-dire ses nouveaux parents, ses parents d'adoption. Donc ça, c'est écrit dans le droit. Et puis on s'aperçoit dans la clinique que ça va être pris, je dirais, totalement au pied de la lettre par le psychisme qui va essayer d'incarner, de donner corps à cette fiction juridique et de devenir cet enfant né de ces parents-là. Le prix de ça, ça va être donc une tentative d'enfouissement. Dans un certain mouvement, en fait, il y a un mouvement psychique chez les personnes adoptées qui va consister à tenter d'enfouir dans le psychisme et de faire disparaître l'enfant de l'origine, qui en fait est l'enfant abandonné et qui porte les stigmates de l'abandon, qui est un enfant qui est pensé comme un enfant mal aimé, un enfant délaissé, un enfant rejeté. Et cet enfant-là, il va devoir s'enfouir pour
laisser place sur l'avant-scène du psychisme à un enfant chéri, choyé, adoré, qui a été attendu tellement longtemps et qui va donc exister dans tout le temps de l'adoption, en fait, pendant tout un premier temps de l'adoption. Alors, il y a c'est un parcours identitaire assez complexe, puisque, vous voyez, il va falloir passer, et c'est une seule et même personne, hein, on est d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit une seule et même personne, qui va donc passer d'un monde où il est un enfant qui peut avoir, par exemple, qui peut avoir vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 6 ans, être issu d'une famille nombreuse, très pauvre, avoir vécu comme un enfant élevé à la dure, dans une famille de femmes, par une grand-mère, une mère et une tante. Et puis cet enfant-là, à l'âge de 6 ans, il va devenir l'enfant unique et choyé d'un couple de médecins qui habitent en Normandie, qui sont un peu âgés et dont il est l'enfant unique, qui a été attendu pendant 10 ans. Hein. Et c'est la même personne. Donc dès lors, il y a une contrainte, en fait, il y a une contrainte psychique très très forte qui est exercée sur la personne pour qu'elle puisse, parce qu'il va falloir qu'elle s'invente, en fait, et qu'elle construise une identité qui va tenter de coudre ensemble ces deux segments d'identité, qui peuvent évidemment être difficiles à réconcilier, qui peuvent être très en conflit l'un avec l'autre, parce que c'est des segments d'identité qui vont avoir des loyautés différentes. Donc la question, en fait, pour les personnes adoptées, c'est de réussir à exister en ayant plusieurs segments d'elles-mêmes à l'intérieur. En fait, moi, toi, c'est le récit à trous, hein, l'image. Moi, c'est plutôt la boule à facettes, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont constituées de plusieurs facettes. Et tout l'enjeu, en fait, ça va être de créer des articulations entre les facettes pour pas créer du clivage, hein, et de l'antagonisme entre des différentes parties de soi qui se battent à l'intérieur, mais plutôt d'essayer de créer des ponts et de construire des articulations souples qui permettent aux deux d'exister, de coexister à l'intérieur d'une même personne. Donc dans un premier temps, il va y avoir un mouvement qui va être un mouvement d'affiliation à la famille d'adoption. Et là, ça peut durer un long moment. Ça va être l'ancrage dans la nouvelle filiation. Et puis, dans un second temps, où d'une manière coexistante, il y a l'enfant de l'origine qui va manifester le fait qu'il refuse d'être effacé. Et donc, il va revenir à l'intérieur du psychisme. Donc pendant un certain temps aussi, il y a des personnes adoptées qui vont, dans un second mouvement, faire vivre l'enfant de l'origine qui est en eux, en fait, pour essayer de retrouver les choses du monde d'origine. Et puis, dans un troisième temps, et il faut arriver à ce troisième temps, en fait, ça va être de réussir à articuler l'un et l'autre, l'un avec l'autre, et de rendre cohabitables ces différents segments de l'identité. Sachant que ce qui peut se conflictualiser, c'est que le premier segment d'identité, il peut être pensé comme mauvais par l'enfant, parce qu'il est issu, parce qu'il est marqué par le stigmate de l'abandon, et ensuite parce qu'il est perçu négativement à partir des représentations de la société d'accueil, en fait, de la société d'adoption. C'est-à-dire que du coup, les personnes qui ont été adoptées, qui sont issues de minorités, qui sont souvent stigmatisées et dépréciées, en fait, dans le monde culturel d'adoption, en fait, donc, les personnes adoptées vont avoir besoin de faire un travail, et parfois en tant que thérapeute, on intervient à ce moment-là pour réussir à pouvoir enlever l'idée, déconstruire l'idée que le segment d'origine est un segment mauvais. Et du coup, comme il te reste 4 minutes, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement comment est-ce que vous êtes passé du cadre de l'ethnopsychiatrie au cadre de la transidentité? Comme voilà. ça nous permettra d'avoir... Oui, alors donc du coup, nous, on ne pouvait pas travailler avec les outils de l'ethnopsie habituelle, puisque les outils de l'ethnopsie habituelle, ça consisterait à venir mobiliser la culture d'origine des personnes adoptées pour pouvoir les traiter. Et puis, ce n'était pas fonctionnel. Donc, c'est là qu'on voit que les enfants adoptés ne sont pas des migrants. Enfin, nous, on ne peut pas les penser avec la théorie de la migration et des enfants migrants.
La question, ça pourrait être le modèle qui pourrait être possible pour penser une partie de la problématique des personnes adoptées, ça serait le métissage. Sauf que le métissage, c'est le troisième temps de l'identité. Hein, c'est le moment où on va réussir à articuler souplement les différentes parties de soi. Et puis on sait que dans l'adoption, c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas les articulations, elles sont à construire, elles sont pas données en fait. Donc le métissage, c'est un modèle assez imparfait aussi. Et puis moi, donc j'ai travaillé avec la proposition de Françoise Tironi, qui faisait une proposition théorique qu'elle a construite à partir de la clinique des transidentités. Et je me suis dit, finalement, c'est ce qui est plus fonctionnel pour penser la psychologie des adoptés. C'est de les penser comme ayant comme des personnes qui ont traversé quelque chose, qui ont traversé ici, non pas des genres, mais qui ont traversé des filiations. En fait, c'est une psychologie de la transfiliation, c'est-à-dire des personnes qui sont fabriquées par le droit, dont la filiation a été modifiée par le droit, a été, je dirais, pratiquement construite par le droit, à partir d'une personne qui est finalement déjà là, mais qui va être reconstruite et qui va renaître d'une certaine manière à un temps donné de son existence. Donc finalement, je pense que peut-être Karine pourra en dire des choses tout à l'heure, parce que je ne suis pas certaine en fait de mon coup. Je ne suis pas certaine que... Enfin, c'est une proposition théorique qui me semblait pertinente, opérante, que je me suis efforcée de faire fonctionner et d'adapter. J'ai écrit des choses pour essayer de voir si on pouvait effectivement, si ça fonctionnait dans la clinique de l'adoption. Donc moi, je pense que c'est opérant, mais je laisse Karine peut-être en dire des choses. Mais du coup, juste avant de passer la parole, alors aussi en fait à Noémie, je voulais juste que tu me donnes éventuellement, si tu peux, mais avec du déguisement clinique, un exemple peut-être où ça a fonctionné d'appliquer ce cadre-là à une personne que tu avais rencontrée. En fait, comment ça se met en place concrètement dans ta clinique? Ou est-ce que c'est... Je ne vais pas donner un exemple, mais par contre, parce que c'est très différent et très variable, en fait, ça se décline de maintes manières dans le travail de soins avec les personnes adoptées. Ce qui me semble opérant, c'est de travailler sur plusieurs niveaux de l'identité en même temps, simultanément dans la thérapie. C'est-à-dire qu'on va à la fois traiter l'enfant de l'origine, qui va avoir besoin d'être traité du côté du fait qu'il pense qu'il est mauvais et qui se disqualifie lui-même. Donc on va intervenir, tu vois, à certains niveaux des échanges, on va intervenir sur la question de l'enfant de l'origine et du fait qu'il a besoin de sortir de l'idée qu'il est mauvais. Et puis, dans le parallèle, dans le même temps, on va travailler sur l'enfant de l'adoption qui, lui, a besoin de sortir de l'idée qu'il a besoin d'être parfait pour être aimé. Donc, tu vois, on va travailler à la fois sur le fait que la personne, qu'elle n'a pas besoin de se défendre d'être mauvaise de quelque chose, mais elle n'a pas non plus besoin d'avoir un devoir de perfection, tu vois. Enfin, et donc, on travaille en fait sur plusieurs niveaux en même temps et en parallèle, de manière à pouvoir construire les articulations à l'intérieur, en fait. Super. Merci beaucoup. Et du coup, moi, je voudrais continuer avec Noémie, puisque Noémie, tu es aussi une personne adoptée, et que justement, c'est pas forcément le sujet sur lequel on t'entend le plus dans l'espace public. Et donc, du coup, j'aimerais bien aussi que tu vas pouvoir nous permettre de contextualiser cette discussion aussi à partir d'un autre point de vue de personne adoptée. Donc, c'est à toi, Noémie. Tout d'abord, je tiens à remercier Amandine de m'avoir invité à participer à cette table ronde. C'est un moment assez particulier pour moi, puisque c'est la première fois que je suis amené à parler de l'adoption et de mon expérience de personne adoptée. Je suis très contente de pouvoir explorer politiquement cette part de moi qui, jusque-là, était en dormance. Néanmoins, comme toute exploration qui débute, il est probable que mon propos, que je veux à mi-chemin entre la communication universitaire et le récit de vie, soit un peu tâtonnant.
Soyez donc indulgents et indulgentes, cette aventure commence pour moi. D'habitude, quand je parle publiquement, ma parole porte sur le corps, les corps. Mon propre corps, mon corps assigné féminin, mon corps assigné handicapé, mon corps que je revendique comme lesbien. Je parle aussi du corps des autres. Je termine en ce moment une thèse traitant de groupes activistes qui, par la mise en scène de leur corps et de leur sexualité dans l'espace public, tentent de modifier les imaginaires dominants qui sont associés aux corps minorisés. Par exemple, mettre en scène un corps féminin dans une posture active et guerrière diffère des façons passives et sexualisées dont on montre habituellement le corps des femmes dans les productions culturelles. Ce que l'on imagine des corps structure le regard social sur les corps et, a fortiori, les pratiques et les interactions entre eux. Cet imaginaire produit des fictions que j'appelle scripts corporels. Ce sont des fictions hégémoniques qui vont être assignées à certains types de corps. Ce sont les façons dont on va raconter tel ou tel corps. Par exemple, le corps féminin est raconté de façon sexualisée et ou inscrit dans un destin maternel. Par exemple, les passants et les passantes dans la rue s'exclament souvent à mon égard « Oh, la pauvre !» Je serais curieuse de connaître la petite histoire bien triste qu'ils et elles se racontent sur mon corps handicapé. C'est cette petite histoire bien triste qui informe leur regard sur moi et qui est reprise dans presque toutes les productions culturelles, les films, les romans, les reportages journalistiques qui mettent en scène un personnage handicapé et qui en font des ressorts tragiques de la narration. Les scripts corporels se naturalisent ensuite. Peu à peu, les fictions hégémoniques deviennent vérités sur les corps, vérités relayées dans les discours d'institutions et d'instances de pouvoir, comme le discours médical, administratif ou juridique. Par ces fictions hégémoniques, ces institutions modèlent la narration intime de chaque individu qui doit composer avec et se réinventer à partir de ces fictions qui ont été assignées à son corps. Au fond, les scripts corporels mettent en exergue que des fictions ont des effets sur le monde social et les narrations intimes de chacun, chacune. Voilà pour la genèse de la notion de script corporel. Comment l'appliquerai-je maintenant au thème de l'adoption ? Une première approche consisterait à considérer le corps des adoptés comme un corps minorisé, auquel seraient assignés certains scripts corporels et avec lesquels les personnes adoptées doivent composer. Par exemple, une des représentations cinématographiques des enfants adoptés est ce que j'appellerais l'appel du biologique, et qui montre le personnage adopté inéluctablement poussé à retrouver sa famille biologique, ce qui sous-entend par là même que ce qui fait famille, c'est le seul biologique. Une seconde approche consisterait à se pencher davantage sur la fiction juridique de l'adoption plénière. Comme le dit Sandrine Dickens au début de son article, l'adoption plénière est considérée comme une fiction juridique, en ce qu'elle efface toute filiation biologique et la remplace par la filiation adoptive. C'est l'instance juridique qui, par sa force performative, crée une nouvelle réalité de filiation, ce qui n'est pas sans effet sur les corps et la narration intime des individus adoptés. Il me semble ici intéressant de rapprocher script corporel et fiction juridique, en ce que ces fictions sont produites par une instance de pouvoir, qu'elles deviennent vérité sur les corps et les individus, et qu'elles prennent part au modelage des narrations intimes de chacun, chacune. Or, on remarque que ces deux approches entrent dans une tension extrêmement forte. Le biais représentationnel de l'appel du biologique et du en dehors du biologique pan de famille s'oppose radicalement à la fiction juridique de l'effacement du biologique au profit du non biologique. C'est comme si deux voix extrêmement puissantes disaient aux personnes adoptées, d'un côté, tu es légitime à te dire fils ou fille d'eux, et de l'autre, tu ne l'es pas. C'est dans les interstices de cette contradiction que viennent se loger, je pense, les narrations intimes des personnes adoptées, ou du moins que c'est à élaborer ma propre narration intime. C'est ce que je vais développer maintenant. D'habitude, lorsque l'on s'exprime publiquement,
On fonde son propos sur ce que l'on sait, ou du moins sur ce que l'on croit savoir, ou sur ce que l'on veut savoir. De même dans l'élaboration du récit de soi. On laisse davantage de place à ce que l'on sait de soi qu'à ce que l'on ne sait pas. Comme j'adore faire mon intéressante et prendre le contre-pied des us et coutumes, je vais fonder mon propos d'aujourd'hui sur ce que je ne sais pas. J'ai l'habitude de considérer que mon existence repose sur 3 grands « je ne sais pas ». Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas d'où vient mon handicap, je ne sais pas d'où vient mon lesbianisme. Ces 3 grands « je ne sais pas » se sont maintes fois fait écho dans ma construction personnelle, se sont maintes fois répondus. Par exemple, lorsqu'à 13-14 ans, au moment de la découverte de mon homosexualité, je me suis demandé pourquoi je suis comme ça? À quoi c'est dû? Cette question est devenue rapidement un véritable poison, dont j'ai trouvé l'antidote dans l'analogie avec mon rapport au handicap. Mon handicap m'a toujours paru comme un déjà-là légitime, qui n'avait pas besoin d'être expliqué, mis en question, voire mis en accusation. Au fond, dans la question du pourquoi, il y a la question du guérir. Il faut chercher les causes d'une réalité qui fait mal ou qui paraît illégitime à exister pour la guérir ou l'effacer. Or, dès le début, il était clair que mon handicap était une réalité certes modifiable, mais ineffaçable. Et j'ai très vite pris comme des insultes les propos qui évoquaient la guérison de mon handicap. Je me suis alors mise à avoir le même raisonnement concernant mon lesbianisme. Ça ne sert à rien de chercher pourquoi. Et puis, c'est même une question assez dangereuse. Tu n'as pas à t'en expliquer. Tu n'as pas à t'en excuser. Je crois que ce refus de chercher le pourquoi de mon lesbianisme m'a fait prendre conscience que l'on pouvait, dans sa narration de soi, faire avec des « je ne sais pas », et que les assumer, les arborer, n'était pas forcément signe ou vecteur d'instabilité, de faible ancrage ou de déracinement. Au contraire, ça pouvait accroître ma légitimité. C'est ce nouveau rapport à mon lesbianisme qui a ensuite influé sur ma relation au non-savoir sur mes origines. Je crois que pour les personnes adoptées, il y a une injonction sociale à savoir, ou du moins à rechercher ou à mettre en discours leurs origines. C'est l'appel du biologique, dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi la théorie psychologique, dont parle Sandrine Dickens dans son article, théorie qui considère la recherche des origines comme réparation. Dans mon expérience, je ne peux ni ne veux parler au nom de toutes les personnes adoptées. J'ai énormément ressenti cette injonction à parler de mes origines, réalité qui, sans être rien pour moi, n'a jamais été non plus dans mes priorités. Réalité qui, sans être rien pour moi, était moins primordiale que d'autres réalités, comme ma filiation adoptive par exemple, ou les personnes modèles à qui je voulais ressembler. C'est comme si on me sommait de répondre à des questions qui existaient en moi, mais cohabitaient avec d'autres qui me paraissaient plus importantes. C'est comme si on me sommait de trouver des réponses et de trouver une place à ces réponses dans ma construction intérieure. Ma narration autour de mon lesbianisme m'a aidé à me sentir autorisé à répondre un paisible « je ne sais pas ». Ça n'allait pas me foudroyer sur place. Assumer ce « je ne sais pas » m'a permis de me dire que la Corée, ce n'était pas rien pour moi, mais ce n'était pas non plus quelque chose. Que ma génitrice, ce n'était pas personne pour moi, sans être pour autant quelqu'un. Et qu'au fond, ce n'était peut-être pas si grave de ne pas arriver à les situer, tant que je leur reconnaissais leur présence dans ma narration intime. Je crois que je n'aime pas trop le terme d'identité. Comme vous le voyez, je lui préfère le terme de narration intime. Selon moi, l'identité fige, juxtapose, voire oppose. Le terme de narration intime prend davantage en considération les mouvements et les pulsations de l'intime, les échos et les résonances de chaque expérience. En somme, cela s'inscrit dans la droite lignée du concept d'intersectionnalité. Certes, on m'objectera que Ricoeur parle d'identité narrative.
Mais il ne me semble pas que ce concept prenne en compte l'élaboration d'un récit de soi, à partir des logiques de domination et donc des scripts corporels. J'ai l'habitude de dire que chaque narration intime se meut dans les scripts corporels, pour paraphraser la sociologue pakistanaise Saba Mahmood, qui dit que chaque individu se meut dans les normes pour construire sa capacité d'agir. Afin d'illustrer cette idée, j'évoquerai ici une expérience personnelle. Plus jeune, j'adoptais toujours une attitude assez rigide à l'écart du spectre de ma génitrice, disant et me disant « Non, je ne veux rien savoir sur elle ». Cette rigidité était due au conflit de loyauté envers ma mère biologique et mère adoptive, que la plupart des personnes adoptées, il semblerait, ressentent à un certain moment de leur vie. C'était dû aussi à la peur de voir s'effondrer mon moi si ma génitrice faisait irruption dans ma vie. Cependant, 2017 fut marqué par une évolution. À la suite d'un problème minime de santé, j'ai dû faire médicales qui ont révélé par la présence d'anticorps spécifiques que j'avais eu la toxoplasmose. L'hypothèse la plus probable était qu'un chat me l'avait refilé. En effet, mes parents ont toujours eu des chats, mes amis ont des chats, le plus grand amour de ma vie c'était un chat, je veux faire ma vie avec un chat, j'aime les chats, voilà. Mais, à côté de cette explication trop facile et évidente, les médecins ont forgé l'hypothèse que ma génitrice aurait contracté la toxoplasmose pendant sa grossesse, ce qui aurait expliqué mon fort taux d'anticorps spécifiques à la toxoplasmose. Cela a très vite été réfuté, les chats gagnent toujours. Mais le mal était fait, puisque la parole médicale avait fait surgir ma génitrice dans ma vie, comme un diable en boîte. C'est alors que je me suis rendu compte que, du fait de la question médicale des antécédents familiaux, je ne serais jamais à l'abri d'une réapparition de ce genre, et que, pour me prémunir des sensations désagréables que ça m'avait causées, il me fallait retravailler sur cette rigidité, sur ce péremptoire « non, je ne veux rien savoir d'elle ». Car c'était cette rigidité même qui risquait de provoquer l'effondrement, plus que les informations ou les suppositions glanées sur elle. Du « non, je ne veux rien savoir d'elle », je suis passé à « je ne sais pas si je veux savoir, mais en tout cas, je n'en ai pas besoin ». À l'époque, j'avais déjà forgé le concept de script corporel. Et en vivant cette expérience, je me suis dit que la fiction « ta génitrice a eu la toxoplasmose » pouvait s'apparenter à un script corporel, dans la mesure où c'était une parole institutionnalisée, la parole médicale, qu'il avait forgée, où était mise en scène un biologique fantasmé, et où la confrontation entre ce script corporel et moi m'avait poussé à réaménager ma narration intime, et peut-être même à élaborer une stratégie de résistance face à cette fiction institutionnalisée, stratégie qui résiderait encore une fois dans un « je ne sais pas » assumé. Ce n'est pas si grave de dire « je ne sais pas ». C'est peut-être un moyen efficace de se mouvoir dans et en dehors des scripts corporels, car, au fond, ces fictions hégémoniques, ces fictions institutionnalisées, entretiennent une étroite relation au savoir sur les corps. Ce que l'on imagine des corps devient vérité, et donc savoir sur les corps. C'est un imaginaire, souvent en rapport avec le biologique, qui vient combler un non-savoir sur les corps et fait oublier ce non-savoir. Peu à peu, les corps et les individus sont réduits à ces fictions institutionnalisées. Et on pourrait dire que paradoxalement, le « je ne sais pas » ramène à la réalité du corps. Au fond, quand j'affirme que je ne sais pas, je refuse toute assignation et toute réduction de mon corps à ce biologique fantasmé pour produire ma propre narration de ma filiation qui, tout en ne niant pas le biologique, s'élabore autour de la figure de mes parents, de mes grands-parents et laisse toute la place à mon chauvinisme montpelliérain et aveyronnais de s'exprimer. J'aimerais terminer cette intervention en mettant en question le rapprochement entre le paradigme de la métamorphose humaine, forgé à partir des transidentités,
et le vécu des personnes adoptées. Je tiens à préciser que ces dernières réflexions ont été élaborées à partir d'une discussion que j'ai eue avec Pauline Clochec, une très bonne amie. Je suis la première à faire des analogies entre les différents systèmes de domination, entre sexisme et validisme, cissexisme et validisme, car il me paraît très fécond d'explorer ces résonances. Toutefois, en faisant cela, on risque toujours de passer à la moulinette théorique les spécificités des réalités vécues, qui s'inscrivent dans ces systèmes de domination. Je me permets alors de formuler 2 questions. La première concerne le rapport au corps. Les personnes adoptées voient modifier leur nom, leur classe sociale, leur mode de vie. Elles adoptent aussi certaines postures et attitudes corporelles issues de leurs familles adoptives. Cependant, la question du corps n'est pas centrale dans le vécu adopté, comme elle peut l'être dans le vécu trans, ou alors, chez les personnes adoptées, elle s'exprime selon des modalités différentes. Est-ce que le concept de métamorphose humaine est toujours opérant face à ces divers rapports au corps? Comment s'y adapte-t-il? La seconde question concerne le caractère intentionnel ou subi de la métamorphose. Étant donné qu'il y a dans le vécu trans l'idée de parcours qui aboutit ou non à la métamorphose. Mais c'est un parcours auquel l'individu trans réfléchit et à propos duquel il peut développer un discours en amont de la métamorphose et se poursuit en aval. Dans le vécu adopté, c'est l'inverse. La métamorphose marque le début du parcours et, suivant l'âge auquel la personne a été adoptée, le caractère réfléchi est moins marqué, voire pas du tout. L'appropriation de la métamorphose n'a pas commencé en amont, elle commence toujours après la métamorphose. Comment alors penser le rapport entre métamorphose, intentionnalité, appropriation? Et ne serait-il pas plus efficient de rapprocher le vécu des enfants adoptés au vécu des enfants intersexes qui connaissent des opérations de réassignation de sexe? Eh bien, merci beaucoup Noémie. Ça nous fait effectivement un bon passage du coup vers Karine, que je vais inviter à nous rejoindre, puisque tu as relancé ta vidéo de façon cavalière avant que Karine ait le temps de revenir. Donc je pense qu'on va d'abord discuter effectivement sur la question des assignations sur les corps, etc. Mais je suis très contente des questions que tu as posées, parce que ça pose surtout effectivement la question de l'agentivité et sur les parcours de métamorphose, puisque je veux dire effectivement la question du corps n'est peut-être pas centrale dans le vécu des adoptés, mais les métamorphoses sont-elles surtout, enfin en tout cas uniquement corporelles, ou est-ce qu'on peut aussi penser la métamorphose, par exemple dans le cas des adoptés, comme une métamorphose, on va dire, psychique, et que dans le cas des personnes trans ou des personnes en situation de handicap, c'est une métamorphose aussi psychique et ou corporelle. Donc du coup, ça va être super à discuter dans la deuxième partie quand on va parler toutes les 4 ensemble. Et puis donc du coup, pour l'instant, je passe la parole à Karine, justement, pour que tu nous présentes un peu ton regard sur cette question-là. Bonjour à tous et toutes. Merci Amandine pour cette invitation. Merci à vous toutes aussi d'avoir parlé, parce que vous allez rendre ma communication plus facile, en fait. Alors, je voudrais dire que je vais incarner donc le sujet plus que d'habitude, que je le fais d'habitude. Mon sujet objet, je vais l'incarner en tant que personne trans, mais en précisant quand même que surtout ma parole ne doit pas donner lieu à généralisation. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'une personne trans? En fait, je ne vais pas le dire, parce que franchement, même après 30 ans de recul, moi, je n'ai pas la réponse, et j'en ai aucune qui me satisfasse réellement. Alors, il y a des définitions classiques, celles qu'on connaît, qu'on entend souvent dans les médias, qui sont utiles aux médecins des protocoles hospitaliers, notamment. Alors, je tiens quand même à dire que ces définitions, pourquoi parfois je me refuse à les donner, c'est parce qu'elles sont nécessaires, mais elles sont parfois aussi très dangereuses. Parce que ces définitions, elles figent, elles fixent, elles enferment. Que définir est toujours un exercice périlleux qui conduit à poser comme des sortes de barrières. C'est des barrières, vraiment des barrières douanières, voire des murs entre les personnes, les corps, les identités et les sexualités. Alors pour parler brièvement donc, des transidentités ici et m'appuyer sur des mots et des expressions inspirées par mes camarades ici présentes, il me semble que pour un certain nombre de personnes trans, il ne s'agit pas au départ de défaire le genre, mais de s'affranchir des déterminismes biologiques et des normes inhérentes aux rôles sociaux dits de sexe.
Et c'est ici, je trouve, que cette frontière sexe genre, sur laquelle on théorise, c'est quand même un drôle de casse-tête pour un ou une enfant. Alors, je dirais que cela revient à se découvrir autre, avec des guillemets, par comparaison entre des guillemets. Et donc se découvrir autre par comparaison, tout en faisant un travail d'identification des interdits, en apprenant à se repérer dans le monde des filles et des garçons, en apprenant à ne pas éveiller les soupçons des parents, de l'entourage et de l'école. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à surveiller. Alors, on sait que les sanctions sociales de franchissement de genre, elles s'expriment très vite. Il y a des expressions qui sont extrêmement parlantes, filles ou garçons manqués. Voilà. Alors, dans une société binaire, nous reconnaissons qu'un tout homme et un toute femme, c'est évidemment le passage de frontières, il est illégal. De fait, il est souvent clandestin. Le passage de monde est ici l'imaginaire, mais il est radical. Et cela peut prendre une vie entière pour passer cette frontière, justement. Sur la scène des contraintes, elle dirait Butler, ou la scène du réel dirait Lacan. À vous de choisir. Alors, Maudieuse, elle a eu une formule que je lui pique souvent. Mon changement de sexe n'a duré que quelques heures sur une table d'opération, tandis que mon changement de genre m'a pris plusieurs décennies. Et je trouve cette phrase extrêmement forte. Parce que ces 2 ou 3 décennies, elles comprennent l'enfance, elles comprennent l'adolescence, la jeune vie d'adulte, parfois une partie de la vie d'adulte. Qu'il faut parfois plus de temps encore pour parvenir à cette table d'opération pour certaines personnes ou pour comprendre que cette table d'opération, elle n'est pas forcément nécessaire pour d'autres personnes, tout en expérimentant le genre jusqu'à trouver un point d'équilibre dans son quotidien, dans sa vie, dans ses affects. C'est un point d'épanouissement ou encore un cheminement où l'identité de genre, elle se construit toujours en avançant, toujours en découvrant. Et donc ici, l'agencement des effets et affects de l'expérience de vie, elle est riche. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que la créativité identitaire, elle dépasse de loin les premiers modèles personnifiés parce que la médecine et la sexologie va nommer des transsexuels. Alors ici, je vais m'en référer donc aux pionnières du sex change médiatisé, Christine Jorgensen en 1952, Coccinelle en 1957, Bambi et bien d'autres dans les années 60. Alors on pourrait quand même extrapoler cette représentation. On pourrait se référer à Dora Richter en 1920, Lily Elbe en 1930, voire Michel-Marie Poulain dans le Paris de l'après-guerre. Alors cette représentation-là que je vous fais comme ça, je file comme l'éclair, elle a cohabité avec une institutionnalisation du fait trans, donc encadrée par ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la clinique transsexuelle. Donc c'est la recherche et les protocoles hospitaliers qui ont consacré cette recherche. Alors il n'y a pas eu un seul médecin, pas un seul psychiatre, pas un seul chirurgien des années 60 aux années 2000 pour ne pas venir parler de la responsabilité d'opérer des organes sains et du fait d'ôter un homme ou une femme à la société. Mais Eureka, l'institution a réponse à tout, évidemment. Alors, puisqu'on ôte des hommes et des femmes à la société, on va en réjecter. Et donc, à l'aide d'un laisser-passer, une sorte de sauf-conduit, après avoir démontré que l'on était effectivement prisonnier ou prisonnière du mauvais corps et que l'on pouvait accéder au monde des hommes et des femmes et ne pas le troubler. Alors, de nos jours, tout ça, ça a bien changé, avec notamment les jeunes trans non-binaires. Les outils de la clinique transsexuelle sont devenus caducs, voire obsolètes. Et je me demande comment vont s'adapter aujourd'hui donc les psychiatres, par exemple, les jeunes psychiatres, face à des personnes qui ne veulent pas de l'ensemble du packaging proposé par les protocoles, qui sont, à mon sens, dépassés par l'évolution des personnes trans, des usagers, dirait-il. Alors, la transidentité, ici, elle n'est pas standardisée. Au contraire, elle est devenue très riche. Elle s'est émancipée avec des propositions de corps, d'identité, de sexualité qui tournent en dérision les déterminismes biologiques, les normes de genre, comme les notions même d'hétérosexualité et d'homosexualité. Je trouve même que ces mots, parfois, n'ont plus de sens nous concernant. Alors, le mouvement trans aussi s'est initié peu à peu, donc au cours des années 90, un peu partout dans le monde, et les personnes ont décliné ce passeport, justement, de la clinique transsexuelle, ce passeport qui n'autorise qu'un aller simple, pour se donner les moyens, et donc toutes ces personnes se sont donné les moyens de passage du monde et de frontières, donc je le disais, plus ou moins légaux, plus ou moins clandestins, mais toujours choisis et créatifs. Alors justement, pour m'inspirer d'un de tes articles, donc intitulé « Adoption, clinique du néo-identité contemporaine », j'ajoute qu'ils et elles traversent les univers culturels et ce je ne vais pas arriver à le dire, déterritorialisme, bon là, vous l'avez compris, justement par l'activité artistique et les réécritures
corporelle notamment, à défaut de parcourir la planète, en vrai, pour un certain nombre. Et moi, je ne sais pas, je crois que je ne connais pas d'études qui s'est intéressée à cet aspect des choses, mais d'un point de vue empirique, je suis absolument stupéfaite par le nombre d'artistes qu'on retrouve dans le groupe trans. Moi, dans mon entourage, je me suis amusée à compter, j'ai 2 personnes sur 3 qui sont artistes. C'est quand même pas, c'est un taux qui est extrêmement élevé. Alors, je vous ai parlé évidemment ici de transidentité avec beaucoup de raccourcis. Certes, et donc je n'ai pas parlé d'hormones, je n'ai pas forcément parlé d'opérations, voilà. Mais je voulais vous parler quand même des expériences de vie. Et donc, je sais, par exemple, je vais faire référence à une critique donc, sur le film Girl que j'ai publié il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai suscité des frustrations et même des énervements. Hier, j'ai vu la critique d'une journaliste belge, apparemment, qui n'a pas aimé ma critique. Et donc, il y a des messages subliminaux dans l'article. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ces énervements, ils sont provoqués majoritairement chez les personnes non trans, mais quelques personnes trans quand même. Et ce qui m'avait dérangé, c'est la focalisation sur la génitalité de cette jeune personne, Lara. Et quand j'entends les critiques de ces journalistes, ils justifient cela en nous voyant, ils nous renvoient à l'idée, mais presque d'une façon très, très brusque. Ouais, mais à la rigueur, pourquoi vous rouspétez, puisque finalement, c'est grâce à ce type de représentation qu'on peut vous comprendre. Et là, moi, franchement, moi, je reste bouche bée. Et alors, moi, j'ai une question à leur poser. Est-ce que c'est à travers nos génitalités et une scène d'automutilation que l'on se fait une idée de notre genre et de nos corps? Alors, moi, je ne suis pas pour les représentations bisounours, pour autant, mais là, quand même, quoi, je trouve ça quand même assez fort. Et parce que je trouve que nos expériences de vie sont les preuves que les passages du monde existent et que nous pouvons les éclairer et parfois même les expérimenter avec d'autres personnes non trans. Alors, je vais prendre une petite anecdote. Un jour, je faisais une communication et il y a une jeune fille qui vient me voir, puis elle me dit, là où il y a des gens qui voient la fin du monde, la fin de la civilisation, vous nous parlez de liberté. Et moi, j'ai souri, je dis, ben oui, mais oui, c'est ça. Moi, je vous parle de liberté, je vous parle d'épanouissement, je vous parle que de belles choses quelque part. Et elle me dit, d'accord, parce que moi, je pense que j'ai fait une transition de jeune fille à femme. Et elle m'explique. Et elle me raconte qu'elle avait une éducation, en tant que jeune fille, apparemment, d'une famille plutôt dure, où on lui inculquait des idées plutôt dures. Et elle les avait détectées comme néfastes pour elle, mais elle a dû, jusqu'à sa majorité, tenir le coup avec cette éducation. Et quand elle a pu quitter sa maison, elle a pu commencer ce travail quasiment de déprogrammation, de déconstruction, pour se reconstruire, pour arriver à construire la femme rêvée, celle qu'elle voulait être, c'est-à-dire en se débarrassant de toutes les idées infectes, voilà, de son éducation. Et dans ce sens-là, elle aussi, elle a fait un passage du monde. Et quand elle vient me voir et qu'elle me parle de ce passage-là, de sa transition à elle, transition non-trans, c'est ce que je nomme les effets identitaires que sont susceptibles de produire les vécus trans sur les personnes non-trans. Évidemment, mais ça, c'est à condition de sortir des lieux communs qui sont liés finalement aux imaginaires qui sont liés à nous. Et quelque part, c'est sortir de ces lieux communs qui est le plus dur. Et j'ai terminé. J'ai fait rapide. C'est super. Moi, c'est exactement ça que j'espérais, c'est-à-dire qu'on arrive à voir justement tous ces ponts et aussi effectivement des dissonances, mais sur la question des passages de monde, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi, effectivement, quand j'ai proposé d'avoir une discussion autour de la métamorphose, c'est vraiment des 2 points de vue, c'est que la métamorphose n'est pas que psychique ou que corporelle, et que justement, on peut, dans la dernière intervention de Karine, je pense qu'on peut vraiment voir ça, c'est même intéressant d'arriver à voir comment d'autres personnes qui ne seraient même pas traversées par des identités, on va dire, vraiment minoritaires comme les identités trans ou lesbiennes ou de personnes racisées, mais qui arrivent à s'identifier à cette question du passage de monde, à cette question de qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, alors que ce soit le passage de monde ou aussi l'auto-engendrement. Et dans les questions que tu as posées aussi, Noémie, moi je retiens quand même 3 grands pans. Il y a toute la question de savoir si est-ce que ce qui fait famille, mais du coup aussi est-ce que ce qui fait l'identité, c'est le biologique. Et bon, je pense que parce qu'on a entendu ici, on se rend compte que c'est surtout beaucoup de construction. Et si vous avez envie de réagir à ça, à la part du biologique, et puis comment est-ce qu'on se construit dans les inconnus et aussi dans les je ne sais pas. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aussi
d'écho là-dedans. Je trouve que c'est très dur même de pouvoir affirmer je ne sais pas dans l'espace public. Quand on est une personne adoptée et que quelqu'un vous dit tu viens d'où et que j'ai pas forcément envie de raconter ma vie là tout de suite maintenant au chauffeur de taxi, quand je réponds je ne sais pas, les gens ont toujours une attitude comme ça qui est très enfin n'importe quoi, tout le monde sait, qu'est-ce que ça veut dire, ou alors se vexe parce qu'on veut pas leur raconter, etc. Et c'est vrai que ce serait agréable parfois de pouvoir dire je ne sais pas, parce que certaines informations que j'ai, moi c'est ce que je dis, oui, j'ai vu dans un dossier que j'ai une mère biologique marocaine et un père français et que les deux sont noirs. À la fin de cette lecture, je ne savais toujours pas d'où je venais. Ça m'a pas donné plus d'informations. Et donc du coup, c'est vrai que ce serait agréable aussi de pouvoir exister dans ces... que ce soit des absences de sens ou effectivement, par exemple, je pense au genre, dans la non-binarité. Est-ce qu'on est obligé de choisir ces espèces d'injonctions sociétales sur il faut être un homme ou une femme, il faut venir de quelque part spécifiquement ou pas? Finalement, nous, on se rend bien compte, de par nos parcours, que c'est pas comme ça qu'on s'est construit. Et qu'on arrive à exister justement dans les je ne sais pas et dans la non-binarité. Donc ça aussi, si vous avez envie de réagir, ou même sur n'importe quoi, puisqu'il y avait plein de choses à quoi s'accrocher dans cette discussion, vous êtes libre de réagir. Mais moi, c'est vrai que c'est les moments qui m'ont le plus touché, cette question du je ne sais pas, et puis de ne pas avoir à choisir spécifiquement un type d'identité. Oui, je ne sais pas. En fait, il faut juste savoir quoi répondre. En fait, c'est pas qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il faut juste savoir quoi répondre. Il faut avoir des trucs à répondre. Et si on dit je ne sais pas, en fait, on est renvoyé, je pense, surtout pour les personnes adoptées, on est renvoyé à quelque chose d'une incomplétude et quelque chose de on peut pas être bien. Si on ne sait pas, on ne peut pas être bien. Je pense qu'il y a une théorie derrière, qui est la théorie de l'accès aux origines comme nécessité pour être bien, pour aller bien dans sa tête. Moi, je me souviens d'un homme qui était en cours d'agrément d'adoption. Il voulait adopter et lui-même, il avait été adopté. Et il n'avait pas fait ce travail de recherche des origines, comme on l'appelle. Et au moment de l'agrément d'adoption, l'assistante sociale lui avait demandé de faire la recherche des origines pour pouvoir avoir son agrément d'adoption. Avec l'idée, la théorie qui était derrière, c'était vraiment que si tu n'as pas fait ce travail-là, en fait, tu n'es pas complet et donc tu ne peux pas être bien, tu ne peux pas être équilibré. C'est une théorie occidentale, c'est une théorie tout à fait française qui va avec le système de l'adoption. Moi, je voulais réagir sur l'histoire de la métamorphose. La métamorphose, c'est une promesse. C'est une promesse qui est faite par le système de l'adoption internationale. C'est ce qui devrait arriver en théorie. Et des fois, ça arrive. Des fois, ça fonctionne. Parce qu'un des moteurs très forts de la métamorphose, ça va être la puissance des affects. Donc, du fait de la puissance des affects qui va saisir l'enfant au cours de son adoption, dans la rencontre avec ses parents adoptants, il va être emmené, pris, capturé par la puissance affective et ça va mettre en œuvre un processus métamorphosique. Le processus métamorphosique, il est pensé comme pouvant aller à son terme et à son terme, ça produit la métamorphose de la personne adoptée en enfant de ses parents, de sa société ça devient une expérience qui est pensée comme devant devenir invisible, devenir transparente. Mais du coup, là, on est dans la promesse de l'adoption internationale, mais du point de vue parental. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est la métamorphose en tant que... Mais je pense que je ne l'ai pas très bien formulé dans mes questions. En tant que domaine de l'agentivité, que ce soit pour les personnes adoptées ou effectivement les personnes trans, etc. Parce que les personnes qui sont concernées par ça, Amandine, elles vont s'y donner, quoi. Et elles vont devenir des êtres métamorphosiques. Et il y a des parties d'elles qui vont résister à l'effacement et qui va faire que la métamorphose, elle est partielle en fait parfois, hein, et elle rencontre des difficultés. C'est la théorie, la métamorphose. Et puis après, ça se retrouve clairement dans le processus psychocorporel de la personne. À mon sens, pour faire le lien avec ce que disait Karine, et sur la clinique des transidentités, je pense que la principale différence, et d'ailleurs Noémie en a parlé aussi, la principale différence... entre le modèle, enfin entre l'expérience des transidentités et des transfiliations.
à mon avis, ce qui me frappe, en tout cas ce qui me paraît important dans le modèle des transidentités et qui est profondément différent dans l'adoption, c'est justement la question de l'agentivité, c'est-à-dire que l'intentionnalité, elle n'est pas à l'intérieur, c'est une intentionnalité externe. Tu vois, la contrainte dans le parcours des personnes qui vont traverser les genres, la contrainte à la traversée des genres, elle est interne aux personnes. Tu vois, tandis que dans le parcours de l'adoption, la contrainte, elle est produite par une intentionnalité externe. Hein, et c'est toute la différence et à mon avis la difficulté aussi. Oui, et du coup, est-ce que du coup, pour les personnes adoptées, il y a une possibilité d'une espèce de double métamorphose, c'est-à-dire après une obligation, entre guillemets, et une contrainte de passage de monde parce qu'on te sort de ton pays d'origine et on t'amène dans un nouveau pays. Donc ça, c'est un premier épisode. Et est-ce qu'il y a c'est la question que moi j'avais aussi envie de poser là-dedans, c'est est-ce qu'il y a une possibilité d'un deuxième passage de monde qui est le moment où les personnes adoptées arrivent à se créer une identité et une histoire qui leur est propre et qui du coup leur permet aussi de sortir de l'injonction à devenir uniquement les enfants de leurs parents adoptants. Et ça, je pense que c'est là où on a aussi un travail à mener du côté des personnes adoptées, c'est-à-dire que justement c'est l'endroit où on peut se réapproprier l'agentivité. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça, ce que tu décris, c'est vraiment le troisième mouvement qui est vraiment nécessaire pour sortir du binarisme et des injonctions paradoxales et des conflits de loyauté de soit l'un, soit l'autre, mais de réussir à faire l'un et l'autre et encore plus que ça. Hein, c'est du additionnel jusqu'à effectivement construire quelque chose qui est totalement singulier, qui est ni l'un ni l'autre en fait, mais qui est encore un réaménagement intérieur et une singularité personnelle. C'est là où ça peut parler à d'autres gens, enfin moi où je rejoins Karine, où je pense que la sortie des binarismes, des propositions duelles et des identités pures et simples, ça concerne en fait largement au-delà de ce dont on parle ici. Hein. Ça peut parler aussi à d'autres personnes, parce que c'est un peu l'époque actuelle. Hein. Les identités pures, elles n'existent plus. Hein. C'est ça. Noémie, est-ce que tu veux encore écrire et qu'on lise après ou on peut lire maintenant? Si tu peux juste nous décaler un peu par là. Karine, est-ce que tu veux réagir? Alors, moi je dirais, je fais le même usage du mot métamorphose en fait qu'auto engendrement. En fait, et je vais le donner par une image. C'est-à-dire que moi, par exemple, et c'est là où j'avais dit au début que j'allais parler quand même du moins à la première personne. J'ai un peu parlé de mon histoire, mais moi, ma transition, elle n'a pas commencé le jour où j'ai pris des hormones, hein, où j'ai dit je vais voir un médecin. Moi, ça a commencé, je ne sais même pas quand d'ailleurs. Et alors, il y avait une interface, donc un programme d'interface qui s'est mis en place. C'était justement ce que j'appelle l'identifier, hein, les interdictions ou les sanctions sociales de franchissement de genre. Donc ça voulait dire qu'il fallait que dans mon univers, je savais ce que je ne devais pas faire ou ne devais pas faire. Je devais apprendre à le détecter. Donc au niveau de l'interface, moi j'ai rendu ce qu'on attendait de moi. Ou en tout cas, j'ai essayé. Par contre, à l'intérieur, lui, il y avait le système d'exploitation et là, le hacking, je l'ai plus que piraté. Et ce qui fait qu'ensuite, c'est là où je dis que la transition, elle a commencé à ce moment-là. C'est-à-dire à partir du moment où le mécanisme de résistance s'est mis à l'intérieur, où, entre guillemets, on a mis le petit virus dans un coin, et puis j'ai hacké le système, et tout au long de ma vie, je ne me suis pas laissé bouffer par ce truc-là, et qu'au contraire, je me suis gardé intact, d'une certaine façon, pour pouvoir, à un moment donné, dans ma vie, justement, que ce système d'exploitation en tâche de fond devienne l'interface, et c'est tout. Super. Et du coup, moi, je propose, on va lire ton intervention, Noémie. Et après, comme on a donc commencé avec un peu de retard, on va quand même proposer à nos invités s'ils ont quelques questions avant qu'on se sépare. Voilà. Peut-être que je passe la parole tout de suite et puis quand tu as fini, on repasse à ton truc. Ça marche. Je vous donne un micro à faire circuler. Qui veut parler? Oui, moi j'ai plusieurs choses qui me sont venues en tête. Deux choses qui n'ont rien à voir, mais je les dis quand même. La première, c'est on parle de la filiation, mais
Mais la famille, est-ce que c'est pas aussi une narration, une construction sociale, et d'ailleurs qui n'existe pas d'ailleurs pour tout le monde. Donc en fait, cette question de biologique, pas biologique, pour moi la famille reste une construction sociale, voire politique aujourd'hui, qui est du coup comme une micro-usine de ce qu'on doit être ou ce qu'on doit penser. Ça c'est une première réflexion que j'avais. Et la deuxième qui n'a absolument rien à voir, c'est la série Sense8 pour les personnes qui la connaissent. C'est une série où il y a des personnes qui sont connectées cognitivement et qui du coup peuvent quelque part prendre le corps d'une autre personne dedans. Et pour moi c'est une série qui fait vraiment c'est comme une illustration de la question de la transidentité. Et en tant que personne adoptée, j'ai toujours eu l'impression de saisir ces choses en ayant toujours en conscience qu'en fait, là où je suis aujourd'hui, là où je suis situé, là où je suis né, est une potentialité parmi d'autres, mais elle aurait pu être autre chose. Et je pense que c'est toujours un truc que j'ai eu, j'ai pas mal d'amis qui sont trans, et je pense que j'ai toujours eu ce rapprochement dans ma tête en me disant, en comprenant quelque part quelque chose, en me disant, en fait, voilà, il y a la question du genre ici, mais pour moi, je sais pas si c'est la question du lieu ou de la situation ou du contexte qui est une potentialité parmi d'autres. Mais en fait, voilà, quand t'es adopté, t'arrives dans une famille blanche, t'aurais pu rester dans ton pays d'origine, t'aurais pu être adopté dans une autre région du monde, et finalement, ton corps, tu arrives dans un contexte, quoi. C'est juste des réflexions que je voulais partager. Ben, effectivement, moi je pense que ce qui est intéressant dans cette idée de passage de monde, c'est effectivement d'être dans des parcours de vie qui sont complètement marqués par cette dimension aléatoire. C'est-à-dire et qui sont en fait des parcours de vie où on se retrouve obligé de questionner la norme, mais parce qu'on en est tellement éloigné que ça ne fait d'une certaine façon aucun sens. C'est vrai qu'une autre façon d'aborder cette conversation, ce serait effectivement d'avoir la conversation sur est-ce que la filiation, c'est la famille ? Et la famille en tant qu'effectivement en particulier construction occidentale contemporaine, en tout cas surtout là ces derniers temps avec la version la plus caricaturale étant l'argument un papa une maman là, de la manif pour tous, qui en plus, si on regarde ça d'un point de vue historique, même pour le mode occidental, n'est pas du tout vrai. Il ne faut pas remonter très loin, je veux dire, avant la révolution industrielle, les familles justement qui vivent toutes et tous sous le même toit, y compris en étant par exemple des logeurs d'un ouvrier, je pense aux familles ouvrières, qui vont avoir les grands-parents, les parents, les enfants sous le même toit et puis éventuellement loger une personne seule qui va aussi du coup se mettre à faire partie de la famille, ou dès qu'on sort de l'Occident et que les rapports à qui sont nos parents, moi je donne souvent cet exemple aussi quand j'essaie assez rapidement de politiser l'adoption, une blague entre guillemets, mais qui n'en est pas une, avec mes amis noirs en France, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont un rapport, qui sont des enfants de primo-arrivants, etc. Moi je sais que quand mes amis noirs me disent c'est ma mère ou c'est ma sœur, si les gens me disent c'est ma sœur, je dis systématiquement même père, même mère, juste pour savoir. Et en fait, une fois sur deux, les personnes noires que je connais me répondent non, enfin, c'est ma sœur, c'est la fille des voisins, mais elle a vécu avec nous pendant 4 ans. Il ne s'agit pas de dire c'est ma sœur au sens politique de check ma sœur. Il s'agit de, à partir d'un moment, on considère qu'une personne fait partie de notre famille. Et moi, dans les mondes caribéens, afro-caribéens, quelqu'un qui te dit, hein, on a une amie commune qui a maman Babette, maman Irène, maman etc., et qui en a au moins 4, c'est un fait, ça fonctionne comme ça dans des sociétés. Donc je pense qu'on a aussi vraiment besoin d'arriver à ouvrir nos esprits là-dessus, sur qu'est-ce qui fait filiation, qu'est-ce qui fait qu'on appartient à tel ou tel monde, et effectivement qu'on va avoir l'opportunité, et ça va être lié au trauma et aussi aux privilèges dans nos parcours de vie, d'un moment choisir nos appartenances ou choisir de ne pas en avoir. Qui, moi, me semble aussi effectivement être un endroit vers lequel il faut tendre. Moi, en tout cas, dans l'idéal, je n'aurais pas à me définir. J'ai surtout à me définir parce qu'on est dans des sociétés qui amènent énormément de normes, et donc, d'une certaine façon, pour exister, on a besoin de dire, eh ben non, alors moi, je suis un autre groupe, etc. Mais c'est vrai que moi, si j'avais le choix, je me définirais pas, par exemple, spécialement en termes de genre, parce que je vois pas vraiment... Enfin, moi, je vois pas l'utilité. Mais, et même en termes raciaux, c'est parce que je vis une violence extérieure que je suis aussi obligée de bien me rendre compte qu'effectivement, je n'appartiens pas à la norme, je suis noire. Et donc, il y a plein de choses qui sont associées. Et je pense que voilà, arriver à penser le monde comme ça, c'est quelque chose, d'une certaine façon, effectivement, qui nous est imposé dès qu'on se retrouve plus ou moins en marche, quoi. Donc voilà, c'était juste une réaction à ce que tu dis. Mais tu nous fais une thèse? Oh non, non.
Mon programme pour la révolution du genre. Bon, bah alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir avant le... Ah, c'est bon? Il faut remonter? Merci. Ouais, juste sur je crois que ce qui est véhiculé aussi dans le système de l'adoption, c'est une conception de la famille qui est extrêmement occidentale et centrée sur la culture française post-industrielle, et que le modèle biologique, il est véhiculé dans le système de l'adoption, alors que le système de l'adoption fait se rencontrer d'autres valeurs culturelles, d'autres groupes culturels qui, eux, conçoivent la filiation non pas comme quelque chose de unique, une mère, un père, hein, ce que tu disais. Moi, je veux dire, c'est parce que je faisais de l'ethnopsychiatrie que je savais qu'on peut très bien voir plusieurs mères et plusieurs pères et que ça pose aucun problème. Et que le problème, c'est dans la pensée qu'il n'y en aurait qu'une. En fait, si on si on avait la possibilité de se penser multiple, tu vois, et qu'on n'était pas obligé de se réduire, je pense que ça irait mieux dans le monde de l'adoption. Mais on est dans une culture où la filiation, bon, alors du coup c'est une construction, mais en même temps c'est hyper opérant et présent dans notre société, où il faut avoir une seule filiation pour, voilà, pour exister. Après, l'identité, c'est une narration. J'aime beaucoup la proposition de Noémie quand elle dit c'est une narration intime, mais c'est une narration intime qui est quand même aussi à l'épreuve du social, tout le temps, hein, qui a l'articulation entre les deux. Donc on est aussi contraint par l'extérieur. Oui, non, en fait, j'ai bien aimé la référence à Sense8. Ça me parle beaucoup parce que, quelque part, c'est... moi, je dis pareil, je me sens connectée à tout un entourage, à tout un tas de personnes, entre guillemets, de ces gens, entre guillemets, de ces autres, de ces, je sais pas, de ces personnes dites à la marge, etc. Enfin bon, et je reprendrai même les mots d'une transféministe argentine qui disait, mais... entre guillemets, je veux bien être la normale. Voilà, quelque part, c'est un petit peu sa pensée. Et je la rejoins là-dessus. Et je trouve que Sense8 joue très très finement de cette carte. Puis alors, sur plein de critères, hein, vraiment, il n'y a pas que le genre, il y a plein de choses. Il y a la classe, il y a la race, enfin voilà, il y a tout ça. Et je trouve ça super intéressant. C'est vraiment, vraiment. Donc, mais là, je parle en tant que fan. Hein. Et du coup, ça tombe bien parce que moi aussi, je voulais revenir sur la question des scripts corporels. Moi, j'aime aussi le fait que ça vient poser la question de comment est-ce qu'on se réapproprie une narration intime et comment on élabore un récit de soi, effectivement, face au social, face à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est vraiment des pistes sur lesquelles on peut aller pour retrouver de l'agentivité. Parce que je pense qu'il y a vraiment ça, en fait. Qu'est-ce qui nous est donné comme possibilité d'inventer notre place dans le monde quand on est justement les anormaux, quoi. Et ça je pense que effectivement c'est vraiment ça va être hyper intéressant d'explorer ces questions de rapport à narration intime, monde social, et puis oui, agentivité, parce que c'est en tout cas ce qui est retiré beaucoup aux personnes adoptées, puisque nos débuts de vie sont marqués par l'absence d'agentivité. La séparation avec les familles biologiques ne relève pas de notre volonté. Le choix par les familles adoptantes ne relève pas de nos volontés non plus. Le déplacement, si on est issu d'une adoption internationale, ne relève pas de nos volontés non plus. Donc c'est vrai que c'est comme un début de vie qui est marqué par l'absence complète d'agentivité. Et donc il y a aussi tout un espèce de combat dans la suite de notre parcours de vie qui vise à se réapproprier une forme de pouvoir sur notre histoire, que ce soit la façon dont on la raconte, la façon dont on la vit, etc. Excuse-moi, je t'ai pas fait par exprès. Oui, non, je voulais juste rajouter aussi quelque chose sur le script, hein, parce que du coup, j'ai réfléchi et je l'ai importé, cette question du script corporel, justement sur le champ de la transidentité. Et moi, dans ma propre recherche universitaire, je voyais très très bien qu'il y avait un discours médiatique et donc représentationnel où il y a une bonne et une mauvaise transidentité.
Et le script corporel marche super bien, justement, sur ces bonnes et ces mauvaises transidentités. Et alors, quand on prend les critères de l'intersectionnalité, ça c'est clair. J'ai pris note en fait de la proposition de Noémie de penser à partir d'un modèle qui serait le modèle des personnes intersexuées. Je vais y réfléchir. Là, franchement, je prends juste l'idée. Le truc, c'est que le problème, c'est que les psychologues, ils sont très peu féconds pour proposer des modèles théoriques, pour penser ce type de parcours, de trajectoire, parce qu'en fait, d'ailleurs tout à l'heure, la question qui était posée sur les trajectoires de vie, en fait, qui sont les nôtres, la notion de trajectoire, c'est une notion qui intéresse très peu les psychologues. Les psychologues, ils pensent que c'est uniquement intrapsychique en général. Donc, moi, je disposais d'un modèle préexistant proposé par une autre psychologue qui était le modèle des transidentités. Maintenant, je connais aucun modèle théorique pour penser la construction des personnes intersexuées. Donc, si je trouve le modèle, j'essaie de voir s'il est transposable et opérationnalisable dans la clinique de l'adoption. Et puis ça me fait aussi penser ce que tu as dit sur la question de la représentation des bonnes personnes trans avec la militance des personnes en situation de handicap et par exemple le groupe militant qui s'appelait les handicapés méchants dans les années 70 en France, parce que je pense qu'il y a vraiment ça aussi, c'est que dans ces identités, en particulier pour les personnes en situation de handicap, c'est un peu d'ailleurs aussi comme allons sauver les pauvres enfants des pays du Sud, c'est aussi allons sauver les personnes en situation de handicap, et je pense par exemple au Téléthon et à ce que Leclerc a mis en place, qui était la détélétonisation en disant, en ayant un hashtag sur Twitter pour venir critiquer le Téléthon et la façon justement dont les personnes en situation de handicap sont représentées, sont discutées, et que tout ce qui est abordé, c'est finalement la guérison, et effectivement le bon handicapé, c'est celui qui va être sauvé. Et puis le mauvais, c'est justement les militants. Par exemple, je vois régulièrement sur les réseaux sociaux les militantes du CLÉ, donc qui est le collectif handicap, lutte, émancipation, et j'oublie toujours le dernier E, donc je ne sais plus ce que c'est. C'est que dès que les personnes en situation de handicap prennent la parole sur les réseaux sociaux pour dire non, c'est pas comme ça qu'on veut être présenté, non, c'est pas ça dont on a besoin en termes de loi, immédiatement il y a des personnes valides qui arrivent en disant bah, vous êtes méchants quand même, nous on veut vous aider, vous êtes pas. Et alors ça c'est quand même particulier aussi, je pense, dans la structure sociale de certains groupes aussi qui doivent être sauvés, aidés, etc. Et dont il y a une représentation du bon minoritaire ou du bon marginal et puis du mauvais marginal. Ah, c'est marrant parce que moi je suis dans la dialectique, je vois qu'il y a une dialectique entre le bon et le mauvais, mais à l'intérieur des personnes, mais en fait il y a aussi une dialectique du bon et du mauvais, du point de vue du regard social, donc il y aurait le bon adopté et le mauvais adopté en fait. Et le mauvais adopté, c'est le mauvais ingrat. C'est le ingrat qui critique l'adoption alors c'est celui qui cherche pas ses origines puis qui dit qu'il en a rien à faire, tu vois. Enfin oui, c'est ça. Et donc ça c'est assez intéressant. Et du coup, ah bah oui, alors en colère et qui critique l'adoption alors qu'il a été sauvé, c'est quand même le comble de la gratitude. Il est très très mauvais. Et bien sur ce, entre mauvais adoptés, mauvais handicapés et mauvaises personnes trans, nous allons nous quitter et mauvais psy, parce qu'effectivement toi aussi, franchement, tu fais pas d'efforts. Donc du coup, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi et qu'on continue à avoir toutes ces réflexions fécondes. Mais on va effectivement prendre la conclusion par Noémie. Effaceront pas.